il est passé d'un statut de hacker international à journaliste. Aujourd'hui, on s'intéresse à un hacker extrêmement célèbre, Kevin Poulsen. On parle bien du célèbre hacker aux États-Unis qui a œuvré dans les années 80. Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Bienvenue sur la chaîne du Chat Perché et aujourd'hui, accrochez vos ceintures parce que l'histoire va dépoter. Oh, je me demande bien ce qu'il va faire de ouf, celui-là. Il a encore bidouillé dans les ordis. C'est un peu plus complexe que ça, Cathy. Mais bon, on va commencer par le début. Bon, pour commencer, Kevin est né un 30 novembre 1965 à Pasadena, en Californie. Et il va grandir à Los Angeles, dans une banlieue nord d'Hollywood. Bon, ses 17 premières années sont plutôt relativement basiques. Il va commencer sa grande aventure du hacking à 17 ans. En fait, c'est à ce moment-là qu'il obtient son premier ordinateur. À peu près vers cet âge-là, il va rencontrer Ronald Austin, un autre hacker qui a déjà 2 ans de plus que lui et un petit peu plus d'expérience. Ouais, ça sent pas bon tout ça, quand les criminels se réunissent. Ouais, t'as un petit peu raison. Ensemble, ils vont très vite pénétrer le réseau ARPANET. ARPANET, c'est un réseau qui a été créé par le ministère de la Défense aux États-Unis. C'est entre autres lui qui relie les ordinateurs des différentes universités. Et c'est le Stanford Research Institute qui sera leur première cible. Ce groupe précis, eh bien, c'était un groupe qui travaillait sur des projets militaires top secrets. En tout cas, c'était classé secret défense. Des entreprises sous-traitantes comme le Naval Research Laboratory vont devenir leur cible. En 1983, petit revirement de situation, Austin se fait arrêter par la police. Il va écoper de 14 chefs d'inculpation et aura 2 mois de détention. De son côté, Kevin, lui, va avoir un traitement beaucoup plus clément puisque au moment des faits, il est encore mineur. Il a eu du bol sur ce coup-là. Deuxième petit revirement de situation, Kevin va même être embauché par le Stanford Research Institute comme consultant en sécurité informatique. Il est même assigné dans une équipe qui sécurise les envois, les échanges entre le SRI et le Pentagone. Ça va pas durer longtemps puisque en 1988, le FBI découvre dans ses effets personnels beaucoup de choses intéressantes. Des certificats de naissance, des outils de serrurier, des fausses cartes et différents outils de téléphonie ainsi que d'autres gadgets. À ce moment-là, Kevin est vite emmené au commissariat où il va totalement nier les faits. Le FBI va continuer ses investigations et ils vont découvrir qu'il s'est en fait introduit dans beaucoup d'ordinateurs du gouvernement. Il est notamment suspecté d'avoir mis la main sur une enquête qui concerne Ferdinand Marcos. Le FBI va aussi trouver des preuves concrètes montrant qu'il a pénétré illégalement dans les locaux de la compagnie d'assurance Pacifica Bale. Bon, là pour lui, ça sent de plus en plus mauvais. Il décide donc de prendre la fuite. C'est parti pour la cavale. Pendant sa cavale, eh bien, il va pas chômer. Il va s'introduire directement dans les ordinateurs du FBI où il va trouver des informations intéressantes. Il va surtout trouver des potentielles écoutes téléphoniques que les fédéraux faisaient dans des consulats étrangers. Et il fait quoi d'autre? Je suis pas sûr que c'était une bonne idée d'aller dans les ordinateurs des fédéraux. Purée, il n'avait pas froid aux yeux. Son hack le plus important, eh bien, ça aura été la manipulation d'un jeu concours téléphonique. Je vous explique. En gros, il va prendre le contrôle des lignes téléphoniques de KHSFM, la radio en question, et il va s'arranger pour être le 102e appelé. Et le 102e appelé aura un prix très spécial puisqu'il s'agit d'une Porsche 944 S2. Apparemment, c'est un gros modèle. Pour le coup, j'y connais rien du tout. Bon, malheureusement pour lui, ce crime sera le crime de trop. Sa cavale va durer plus de 1 an et demi. Et le FBI va être finalement prévenu par un gérant de magasin qui le reconnaît et qui alerte immédiatement la police. Comme quoi, faut jamais revenir dans les mêmes endroits, hein. Erreur basique qui peut faire très mal. De nouveau arrêté, il passera plus de 2 ans incarcéré à la prison de San José en attente de son jugement. En 1994, il plaide coupable de 7 chefs d'accusation, dont évidemment la fraude, le complot, le détournement des communications téléphoniques, et pour ça, il est condamné
condamné à 51 mois de prison et une amende de 56 000 $. Kevin va sortir de prison en 1996 avec interdiction d'avoir un ordinateur et surtout l'interdiction d'utiliser Internet pendant 3 ans. Ah ouais, quand même. Mais est-ce qu'il a vraiment compris la leçon? Bah là, en fait, il fait comme beaucoup de hackers, il se reconvertit dans la cybersécurité. Notre cher Kevin devient finalement journaliste pour un journal qui s'appelle Security Focus News. Il devient ensuite rédacteur en chef pour le journal Wired. Ça se passe en 2005. Ça a mal commencé, mais finalement, il ne s'en sort pas si mal. En 2006, il contribue à débusquer plusieurs profils pédocriminels sur le réseau MySpace. Il va identifier plus de 744 comptes frauduleux. Il va aussi développer une plateforme sécurisée pour les journalistes et leurs sources. Autant dire que lui, il a pas chômé. Et heureusement, pour notre cher Kevin, tout finit bien. Pour le coup, c'est terminé pour cette histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits pouces, ça nous motive à fond pour les prochaines vidéos et surtout, ça fait grandir la chaîne. Pour ma part, je vous laisse, je vous dis à mercredi, c'était le Chat Perché. Allez, ciao!